Bonjour à toutes et à tous. Nous allons voir dans cette vidéo ce qui correspondait à notre cours, le TD numéro 4 pour Excel, et tout simplement pour les personnes extérieures, à savoir comment je peux, on va dire, gérer une base de clients sur Excel ou encore apporter un certain nombre d'améliorations. Alors nous avons ici tout simplement cette base-là où je retrouve le nom, les numéros de mes clients avec des noms et tous les renseignements qui peuvent m'intéresser. Et j'ai également le chiffre d'affaires plus le commercial ou représentant qui va justement gérer ce client. Donc on va voir différentes manipulations et on va commencer par tout simplement une liste déroulante. Je vais par exemple ici au niveau de mes représentants, j'ai 4 représentants différents et je vais donc pouvoir insérer une liste déroulante. Première chose qu'il faut savoir pour une liste déroulante, c'est qu'il faut dans tous les cas que je puisse avoir les éléments constitutifs de cette liste écrits quelque part. Parce que là, les noms de mes représentants ne sont pas inscrits quelque part. Donc il faut que je puisse les écrire. Soit je les saisis à côté, soit ce qui est encore un petit peu mieux, c'est personnellement ce que j'aime bien faire, c'est directement ici rajouter une feuille. Donc il suffit tout simplement ici de cliquer sur le petit plus où vous voyez qu'il me propose donc de faire une feuille. Et ensuite vous pouvez faire des clics droits pour pouvoir le renommer, la déplacer, lui mettre également une couleur si jamais vous voulez personnaliser cet élément-là. Et donc pour cette liste, eh bien justement, vous allez pouvoir écrire ici les différents noms des commerciaux. Donc j'ai 4 commerciaux. Donc je vais avoir Bornand, Levasseur, Reboul et Gineste. Et je crois que par exemple ici, je les retrouve les 4. Ah non, c'est pas ici. Ça va être, je crois, voilà, c'était pas trop loin. Là, j'ai les 4. Donc je vais faire un petit CTRL-C pour le copier. Vous voyez que je retrouve justement la copie de la sélection en surbrillance. Et je vais donc le coller directement ici. Voici donc pour ma liste, donc en tout cas les éléments qui vont constituer ma liste. Donc ça c'est donc déjà un premier élément. Et ensuite, je dois sélectionner l'ensemble des cellules dans lesquelles je vais intégrer ma liste. Donc là je vais sélectionner bien, toute ma colonne, sauf le titre bien sûr, où je vais donc avoir mes représentants. Et pour ce faire, je vais ensuite aller donc dans l'onglet Données et un petit peu plus à droite ici, Validation des données. J'ai donc une fenêtre qui s'ouvre et comme vous pouvez le constater, en fait, cette fenêtre me montre que qu'est-ce qui est accepté et autorisé dans ma cellule et pour l'instant, j'ai tout. C'est-à-dire que je vais pouvoir absolument tout mettre, des chiffres, des lettres, etc. Et donc ici, en cliquant là, je vais avoir comme différentes possibilités, et on verra un petit peu plus tard justement un autre exemple, j'ai ici donc ma liste déroulante. Je peux donc cliquer ici sur Liste, et je n'ai plus qu'à renseigner ici la source. Donc il faut que je clique sur source ou que je clique sur la petite flèche, hein. L'un ou l'autre ça fonctionne, et je vais donc aller chercher directement ma liste. Là vous constatez que comme j'ai cliqué sur une nouvelle feuille, la feuille se traduit par liste avec un point d'exclamation pour préciser au niveau de la programmation Excel que je suis donc sur cette feuille-là, et j'ai juste à sélectionner en faisant un clic et glisser les 4 commerciaux, les 4 représentants. Et donc ça se traduit par justement cette plage de cellules. Je clique sur OK et je retrouve donc ma liste déroulante ici, qui se traduit donc en tout cas que je retrouve sur l'ensemble de mes cellules. Donc voilà, ça me permet en tout cas d'éviter des erreurs et de pouvoir saisir de manière plus rapide si je dois rajouter des nouvelles lignes derrière. Alors, si bien sûr je dois rajouter de nouvelles lignes, il faut que je reprocède euh, justement à cette validation des données pour insérer ma liste ailleurs, parce que pour l'instant, je ne l'ai mise que sur justement cette partie-là. Pour continuer sur ce que je vais pouvoir donc rajouter comme amélioration sur ma gestion, sur ma base de clients, eh bien, je vais continuer sur cette fameuse validation des données en autorisant uniquement des chiffres. Donc là, par exemple, je vais avoir au niveau de mon chiffre d'affaires des nombres qui sont entiers. Donc, encore une fois, je vais sélectionner l'ensemble de mon chiffre d'affaires. Et donc, dans le TD que nous avons réalisé, l'idée c'était de dire que, eh bien, on va autoriser uniquement un chiffre d'affaires compris entre 1000 et 100 000 euros. On pourrait dire que dans un cas concret, le produit le plus bas que j'ai à proposer, c'est 1000 euros. Donc, je ne peux pas avoir, on va dire, de chiffre d'affaires qui se retrouve en dessous. Donc, pour faciliter la saisie de la personne qui va utiliser en fait mon fichier Excel, eh bien, je vais lui restreindre la possibilité des informations qu'il va pouvoir mettre dans ses cellules. Donc, à nouveau, je vais donc dans l'onglet Données et je vais cliquer sur Validation des données. Et cette fois-ci,
vous constatez que dans ce que je vais autoriser dans cette plage de cellules, eh bien, je vais avoir le choix entre nombre entier, si je sais que je serai toujours sur des nombres entiers, ou encore décimal, l'un ou l'autre. Alors, on va rester peut-être un peu plus dans le cas concret. Je vais quand même mettre des décimales parce que je peux peut-être avoir des réductions qui vont me former des chiffres après la virgule. Et là, tout de suite, on me propose différents éléments, donc des données qui sont comprises entre un certain nombre. Je peux avoir supérieur, je peux avoir inférieur. Et là, ça tombe bien, je n'ai pas besoin de changer mon paramétrage parce que mon minimum, nous l'avons dit, c'était donc 1000 euros et mon maximum, c'est 100 000 euros. Donc ça va me permettre de limiter les erreurs et de forcer en quelque sorte la personne qui va saisir le chiffre d'affaires à se limiter en tout cas entre les différents chiffres entre 1000 et 100 000 euros. Et pour pouvoir encore une fois aider les personnes qui vont donc remplir ce tableau, je pense notamment si vous allez faire un stage dans une entreprise, que vous allez rester que 6 semaines, c'est le cas en BTS, vous allez pouvoir donc créer ou apporter des améliorations sur des bases de données. Eh bien, ça peut être bien de laisser une aide en quelque sorte, comme une forme de notice, pour aider la future personne qui utilisera ce tableau. Et donc, l'avantage de la validation des données, c'est que vous avez sur le côté, vous voyez que vous avez deux options supplémentaires, deux onglets, à savoir message de saisie et alerte d'erreur. Donc on va voir qu'en fait, l'idée est un petit peu la même, mais ça va se présenter de manière différente. À savoir que le message de saisie va apparaître, vous voyez comme c'est coché, quand la cellule est sélectionnée. Donc on va voir comment ça va se comporter. Et donc ici, je vais donner l'indication, attention, et dire que le chiffre d'affaires doit être, doit être compris entre 1000 euros et 100 000 euros. Au moins là, la personne, elle saura exactement pourquoi elle a peut-être commis une erreur, parce que justement, j'ai limité la saisie donc de ces cellules à 100 000 jusqu'à 100 000 euros. Donc là, je vais lui indiquer au moment où la cellule sera sélectionnée, mais je peux aussi rajouter ce qu'on appelle un message d'erreur. Alors en principe, on fait soit l'un, soit l'autre, à savoir quand des données non valides sont tapées. Et donc là, je peux déjà choisir mon petit style, mon petit logo que je vais vouloir mettre euh, au moment où justement une erreur sera tapée. Et je vais donc pouvoir remettre le même message. Attention. Et vous allez voir donc la différence entre un message de saisie et une alerte d'erreur. Donc le message de saisie, vous vous souvenez, c'était marqué quand la cellule est sélectionnée. Et bien vous voyez que quand je sélectionne la cellule où je veux taper mon chiffre d'affaires, eh bien j'ai un message qui apparaît, c'est le message que j'ai noté tout à l'heure. Tandis qu'un message d'erreur, je vais taper tout simplement 0, et bien là vous voyez que j'ai exactement le logo que j'ai donc retenu, le titre, et encore une fois je précise pourquoi il y a une erreur justement dans la saisie, c'est que le chiffre d'affaires doit être compris entre 1000 et 100 000 euros. Donc là je peux personnaliser justement mon message d'erreur pour prévenir que se passe-t-il, pourquoi justement le chiffre, en tout cas l'information donnée dans cette cellule ne fonctionne pas. Je vais continuer donc au niveau des améliorations et donc là je vais en venir un petit peu avec cette première ligne. Déjà, il est très intéressant de pouvoir ce qu'on appelle figer des cellules. Généralement, on va figer une colonne, une ligne ou plusieurs lignes et plusieurs colonnes. Et pour ce faire, je dois aller tout simplement dans l'onglet affichage et là vous voyez que vous avez une option qui s'appelle figer des volets. Et là je retrouve en fait différentes options, à savoir que très traditionnellement on va figer la première ligne, à savoir figer la ligne supérieure ou la première colonne. Quand je fige la première ligne supérieure, vous voyez en fait déjà que j'ai un tout petit trait gris, on va dire qui est un petit peu plus marqué. Ça montre qu'il y a justement des cellules, en tout cas des lignes en l'occurrence qui sont donc figées. Et qu'est-ce que ça signifie? Ben, vous constatez que là, en fait, eh bien, ma première ligne reste constamment justement affichée. L'intérêt, c'est que quand je n'ai pas justement cette première ligne, si je reclique dessus, je peux libérer les, euh, les volets. Vous voyez que quand je descends, imaginez que j'ai justement plusieurs enregistrements, à un moment donné, je ne sais plus, éventuellement, je ne sais plus quel est le nom, ça correspond à qui, est-ce que c'est mon contact, est-ce que c'est mon directeur, bref, on perd un petit peu ces informations-là. Et si je veux donc garder à quoi correspondent justement mes différentes colonnes, eh bien je vais figer ma ligne supérieure. Là, vous voyez, je retrouve mon petit trait et je vais donc pouvoir descendre et ces informations seront encore signalées. Je peux le faire avec la première colonne. Donc là, vous voyez qu'encore une fois, j'ai un petit changement de couleur. Et là, c'est, on va dire, imaginez que c'est mon numéro de client que je veux garder parce que j'ai plusieurs informations qui se trouvent
sur ma droite. Et je peux également figer à la fois des lignes et des colonnes. Il suffit juste de voir comment cette option se comporte. Et là, vous voyez que j'ai un petit carré qui montre ma sélection. Et donc, il me montre que quand je sélectionne une cellule, eh bien, toutes les lignes qui seront dessus et toutes les colonnes qui seront sur la partie gauche, eh bien, seront donc justement figées. Si par exemple, j'aimerais figer les 2 premières lignes pour avoir mon numéro de client et ma raison sociale et également ma première ligne, il faudrait que je me place dans la cellule C2. Et là, si je fais donc figer des volets, eh bien, j'ai non seulement ma première ligne qui est figée, mais j'ai également mes 2 premières colonnes. Et je peux donc libérer mes différents volets de cette manière-là. Moi, en l'occurrence, je vais garder la ligne supérieure parce que j'ai pas un tableau qui déborde sur la partie droite. C'est donc juste la première ligne qui va m'intéresser. Également, par rapport à cette première ligne, eh bien, je vais rajouter des petites puces qui vont s'appeler donc des puces de filtre. Pour ce faire, j'ai plusieurs options. J'ai soit directement dans l'onglet Accueil, et je vais tout à droite ici, et vous voyez que j'ai donc le petit entonnoir pour filtrer, soit je vais donc dans Données, et je retrouve ce même entonnoir-là. Là, il suffit juste que je clique sur n'importe quelle cellule de ma première ligne, et quand je clique sur Filtrer, vous voyez que j'ai des petites puces, des petits triangles qui se rajoutent ici. Et on va voir un petit peu à quoi ça sert. Donc là, je viens de rajouter mes filtres, mes boutons de filtre sur mes premières lignes. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire par rapport à ça? Eh bien déjà ici, quand je clique donc sur n'importe lesquels, je vais cliquer sur les responsables, je vais retrouver 2 options. Je vais retrouver donc à la fois des tris qui seront donc simples. Donc je vais pouvoir ici faire un tri par ordre alphabétique, par exemple. Non, je suis dans civilité. Si, justement, je suis dans responsable. Je vais donc pouvoir les trier par ordre alphabétique. Donc voilà, c'est trié comme il faut, un tri simple. Et vous voyez que l'indication au niveau de mon icône me montre qu'il y a justement un tri avec cette petite flèche qui est donc apparue. Et ça me montre justement que je suis par ordre alphabétique. Donc ça, je peux le faire à n'importe quel moment, pour n'importe lesquels, je retrouve ça. Et j'ai également les filtres, mais je vais en parler après. Parce que là, nous sommes donc sur des filtres des tris qui sont simples, mais je peux également faire des tris qui sont multiples. Et là, dans ces cas-là, c'est un petit peu différent. Alors là, encore une fois, je me situe dans n'importe quel de mes cellules de mon tableau. Et quand je vais donc dans l'onglet Accueil, dans la même rubrique, je vais avoir ici ce qu'on appelle les tris personnalisés. Encore une fois, je les retrouve dans Données. Et ici, je vois, c'est pas marqué tri personnalisé, mais j'ai quand même la même fenêtre qui va s'ouvrir quand je clique ici. Et donc là, je vois que je vais pouvoir en fait ajouter des niveaux. Alors déjà, il a compris que j'avais fait un tri simple sur ma colonne responsable, il me l'indique ici. Voilà, c'est donc déjà trié par responsable, donc de A à Z. Là, imaginons, j'aimerais peut-être faire le tri par ordre décroissant, par, je dirais peut-être par ville et par chiffre d'affaires décroissant. Parce que ça peut être intéressant d'avoir toutes les villes qui sont regroupées les unes avec les autres et par la même occasion voir mon chiffre d'affaires qui est décroissant. Donc je vais déjà indiquer mon premier tri. Donc je veux le tri de mes villes, que ce soit de A à Z ou de Z à A, ça n'a pas d'importance. Dans tous les cas, le but c'est que ça soit donc regroupé. Et il va falloir tout simplement que je rajoute un niveau ici. Et vous le lisez, il y a beaucoup de lectures dans Excel, et donc je lis que je vais trier par ville de A à Z, puis par, là je vais pouvoir sélectionner chiffre d'affaires, et je vais pouvoir lui indiquer que c'est donc du plus grand au plus petit. Et donc là, j'ai un tri multiple. Et quand je clique sur OK, eh bien je vois bien que mes clients d'Aix-en-Provence sont regroupés. Et vous voyez bien que j'ai donc un tri décroissant qui s'est opéré au niveau donc de ces clients. Voici pour le tri multiple. À quoi va donc servir également ces boutons de filtre si je suis donc encore une fois sur une base de données? Eh bien, quand j'ai beaucoup de clients, même si là j'en ai peu, eh bien les filtres vont me permettre de, comme son nom l'indique, filtrer. Vous voyez que l'entonnoir, l'idée c'est justement de sélectionner un certain nombre d'informations et de les faire apparaître seulement en tout cas les informations qui m'intéressent. Je peux avoir des filtres très simples. Quand je clique ici par exemple sur ville, vous voyez que je retrouve en fait ici mes différentes villes. Il suffit donc de cliquer sur les villes que je veux faire apparaître. Si je clique uniquement sur Aix-en-Provence, j'ai donc un filtre simple. Je clique sur OK et là ne vont apparaître que mes clients qui font partie donc de Aix-en-Provence. Donc voilà, je peux être en réunion et faire une animation, ou en tout cas vouloir extraire pour cette réunion-là justement un certain nombre d'informations. Je ne veux par exemple que les clients d'Aix-en-Provence, et bien les voici.
je n'ai pas besoin de faire, je dirais, d'autres manipulations, ou un autre fichier Excel pour avoir ces informations. J'ai juste à faire un filtre. Vous voyez que je n'ai pas du tout perdu mes autres informations parce que voilà, vous voyez que ça fait un saut de 7 à 22. Donc c'est juste que mes clients sont cachés. Et je le vois tout simplement dans ma petite icône ici où je retrouve le bouton filtre. Et quand je place juste ma souris dessus, eh bien, il m'explique que justement, je vais avoir un filtre qui est donc égal à Aix-en-Provence. Quand je clique à nouveau sur mon bouton, je peux effacer mon filtre ville pour retrouver toutes mes indications. Donc, je peux faire un filtre, mais je peux également en afficher d'autres. Par exemple, je peux très bien dire je souhaite voir les clients de Lyon dont le chiffre d'affaires est supérieur à 15 000 euros. Donc, je vais appliquer un premier filtre ici en disant je ne veux voir que mes clients de Lyon. Cliquez sur OK. Et là, quand je clique sur mon filtre, parce que je suis dans un chiffre d'affaires et donc le logiciel reconnaît que ici j'ai donc des nombres, eh bien je vais avoir ici des filtres numériques. Et là j'ai tout un panel donc d'options où je peux dire, mais par exemple, j'aimerais avoir tous les chiffres d'affaires qui sont inférieurs, compris entre les 10 premiers, pour les 10 meilleurs clients par exemple. Et donc là, comme je vous ai dit que c'était supérieur à 15 000 euros, il suffit que je clique ici sur supérieur à et je n'ai qu'à remplir l'indication que je veux donner, à savoir 15 000 euros. Et je clique sur OK et j'ai donc plus qu'un client en l'occurrence qui s'affiche. Et là vous voyez que j'ai donc deux icônes de filtre qui m'expliquent justement eh bien, à quoi ils correspondent. J'ai bien mon filtre qui est égal à Lyon pour mes villes et j'ai bien également mon filtre qui est supérieur à 15 000 pour mon chiffre d'affaires. Encore une fois, je n'ai rien perdu comme information. Il suffit juste ici de supprimer mon premier filtre pour le chiffre d'affaires et celui des villes pour pouvoir retrouver mes éléments initiaux. Donc des filtres, on peut vraiment en faire à toutes les sauces et ça permet eh bien, d'extraire des informations d'une base de données qui pourrait être très conséquente. Autre élément que l'on peut faire dans une base de données, c'est ce qu'on appelle les sous-totaux. Par exemple, ça pourrait être intéressant, directement à partir donc, de cette base de données, d'afficher par exemple les sous-totaux par représentant, donc par représentant tout simplement. À savoir, l'idée c'est de se dire, eh bien, j'ai 4 représentants, eh bien, quels sont, avec le détail, le total de leur chiffre d'affaires. Donc, quand je fais un sous-total, il faut dans tous les cas faire dans un premier temps un tri simple. Il faut que je fasse le tri simple des éléments que je veux justement analyser. Là, qu'est-ce que je veux analyser? Je veux analyser mes représentants. J'aimerais savoir justement eh bien, combien de chiffres d'affaires ils représentent. Autre exemple qui aurait pu être le cas, c'est j'aimerais avoir, comme c'est déjà trié ici, avoir le sous-total pour chaque ville. Alors justement pour changer, je vais faire plutôt par représentant. C'est deux informations différentes et elles sont toutes les deux autant intéressantes l'une que l'autre. Donc pour ce faire, je dois dans un premier temps faire un tri simple. Ça généralement c'est l'erreur principale qui est commise. On a oublié de faire un tri simple de la colonne que je suis en train d'étudier. En tout cas, colonne sur laquelle j'ai envie d'appliquer ce sous-total. Donc, je veux connaître le sous-total pour chaque représentant. Donc, je vais faire un tri dans un premier temps de mes représentants. Donc là, vous voyez qu'ils sont donc triés. Et je vais donc dans l'onglet Données. Et elle est tout à droite et cliquer sur sous-total. Et là, vous voyez que j'ai simplement sélectionné n'importe quelle cellule à l'intérieur de mon tableau. Et donc, quand je clique sur sous-total, va s'afficher cette petite fenêtre. Et il me dit quoi? Ils me disent à chaque changement de. Eh bien, en fait, à chaque changement, c'est l'élément que vous êtes justement en train d'étudier. À chaque changement de représentant, et c'est la raison pour laquelle il a fallu faire juste avant un tri. Donc là, vous constatez que j'ai tout le temps donc le même représentant bornand, et là je passe à Gineste, et en fait, à chaque fois que ça va changer de représentant, donc entre bornand et Gineste ici, entre Gineste et Levasseur là, et entre Levasseur et Reboul ici, eh bien je vais appliquer la fonction suivante. En l'occurrence, là, ce qui va m'intéresser, c'est une somme, mais vous constatez qu'il y a donc d'autres éléments que je vais pouvoir faire apparaître. Je veux qu'il me fasse la somme en me faisant donc un sous-total à, bien sûr, mon chiffre d'affaires. Et une fois que je clique sur OK, eh bien non, intéressant. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah ben non, parce qu'il m'a fait ça au niveau des numéros de clients. Donc c'est intéressant de voir justement que, justement, j'ai pas fait, si je reclique sur sous-total, j'ai fait à chaque changement de numéro de client. Donc là, justement, vous pouvez constater une erreur qui pourrait être réalisée. Et donc lui, il me fait un sous-total à chaque numéro de client. Et bien sûr, c'est pas du tout ce que je veux. Moi, je veux que ce soit à chaque
représentant. D'accord? Là, ça va avoir du sens. Et là, quand je le fais, ben, vous constatez que j'ai mon bornant qui est donc regroupé ici et il me rajoute un total juste en dessous. Et l'avantage, on va dire, de cette fonction-là, c'est que vous constatez que sur le côté, eh bien, j'ai des petits moins qui me permettent tout simplement de réduire. Si je veux supprimer justement les différents détails, et qu'est-ce qu'il me reste à la fin? Eh bien, j'ai le total réalisé donc par mes différents représentants, et j'ai même mon total général. Je n'ai pas besoin de faire de fonction somme ou quoi que ce soit. Je vais avoir le total et les sous-totaux de mon tableau de gestion, donc de mon tableau de base de clients. Et je peux retrouver mes différentes indications en cliquant sur les petits plus. Si je veux sortir de ce sous-total, il suffit juste de recliquer encore une fois sur sous-total et de faire supprimer tout. Je vais terminer par l'élément sans doute le plus important, parce que c'est le plus intéressant dans les entreprises. Euh, une manipulation qui est, je dirais, assez recherchée, c'est ce qu'on appelle le tableau croisé dynamique. Pour ce faire, vous avez donc juste encore une fois à cliquer sur votre tableau n'importe où et vous placez donc dans Insertion. Et donc dans cet onglet-là, vous avez l'option tableau croisé dynamique. Vous avez donc juste à cliquer dessus. Première chose qu'il vous propose, c'est déjà la sélection. Donc là, il va vous sélectionner l'ensemble du tableau par défaut, donc ça, on ne va pas y toucher. Et l'autre option qu'il vous propose, c'est est-ce que vous voulez afficher ce tableau croisé dans une nouvelle feuille ou une feuille existante, à savoir cette même feuille. Dans l'idéal, c'est toujours de faire une feuille de calcul existante pour séparer les deux tableaux. En cliquant sur OK, feuille calcul de... Ben non, justement, je veux une nouvelle feuille. Hop, donc OK. J'ai donc une nouvelle feuille qui s'affiche ici. Je vais pouvoir la déplacer, par exemple. Je vais pouvoir la mettre plutôt sur la droite et la renommer en faisant un clic droit, en tapant justement tableau croisé dynamique. Et j'ai donc ce champ, ces différentes options qui est donc attendu pour réaliser ce tableau-là. Comment ça se passe? Eh bien là, je dois cliquer sur les éléments que je veux donc faire apparaître. Et là, vous vous retrouvez, vous voyez les différentes en-têtes que j'ai sur chaque colonne. Et qu'est-ce qui va être intéressant dans le tableau précédent? Eh bien, ce sera de pouvoir analyser, bien sûr, mon chiffre d'affaires, mais les informations que je vais pouvoir croiser, ça va être eh bien, mon chiffre d'affaires par ville, mais également par représentant. Savoir quels sont les représentants qui vendent le plus, et aussi dans quelle ville, et quelle ville dans quelle ville je vends le mieux. Et donc, qu'est-ce que je vais donc vouloir analyser ici en termes de valeur? C'est mon chiffre d'affaires. Alors, comme vous le constatez, dès qu'il s'agit donc de chiffres, automatiquement Excel a compris et il va vous le placer donc dans les valeurs. C'est-à-dire que ça va être ces valeurs-là qui vont être étudiées. Par rapport à quels critères? Eh bien, les critères vont être soit la ville, soit les représentants. Par défaut, quand je clique directement ici, quand je coche mes différentes cases, eh bien, il va directement les mettre en ligne. Et là, je vais pouvoir tout simplement faire un cliquer-glisser pour voir un petit peu comment mon tableau se comporte et peut-être retenir celui qui m'intéresse le plus. Donc quand j'ai par exemple mes représentants par ligne et mes villes par colonne, je suis en train d'étudier mes représentants par rapport aux villes. Je peux donc constater ici que eh bien justement, mon commercial bornant va générer un total donc de 21 400 € à Aix-en-Provence et de 39 000 € à Marseille, et j'ai également son total. Tout comme j'ai le total différemment, je dirais, pour chaque ville. Je peux faire l'inverse, juste pour voir à quoi ça ressemble. Et bien là, je peux donc tout simplement comparer les villes par rapport directement aux commerciaux. Encore une fois, c'est une manière différente de présenter les choses. C'est vous qui voyez en fonction de quels éléments vous voulez comparer par rapport à l'autre. Globalement, on va avoir bien sûr les mêmes résultats, mais c'est de présenter de manière un petit peu différente. Moi, ce qui va plutôt m'intéresser, c'est de voir le comportement et les ventes de mes représentants par rapport aux différentes villes. Donc j'ai ici mon tableau croisé dynamique. Je n'ai plus rien à changer ici. Je fais juste une petite parenthèse en précisant que par rapport à mes valeurs, eh bien, quand je clique dessus et que j'ai donc les paramètres des champs de valeurs, eh bien, je vais pouvoir avoir un changement de paramètres. Parce que là, j'ai bien sûr une fonction somme qui est proposée, mais je pourrais très bien avoir d'autres fonctions qui seront donc étudiées ici. Je pourrais faire des moyennes, maximum ou minimum. Une fois que j'ai mon tableau croisé dynamique, je vais déjà pouvoir apporter un changement au niveau de la mise en forme. Parce que comme vous pouvez le constater, je n'ai pas de bordure, donc je vais pouvoir en rajouter. Je vais pouvoir apporter le format monétaire et le réduire pour retirer
les virgules, enfin les chiffres après la virgule, et pourquoi pas changer la couleur parce qu'elle me plaît pas beaucoup. Voilà, j'ai fait mes petits changements. En quoi c'est un tableau dynamique? Eh bien tout simplement parce que automatiquement, je vais retrouver les petites puces qu'on avait tout à l'heure sur mes en-têtes. Vous vous souvenez donc dans mon fichier client, j'ai ces petites puces où je retrouve mes tris et mes filtres. Eh bien je vais exactement retrouver la même chose ici. Et c'est le côté dynamique justement de mon tableau, à savoir que si ici je veux simplement dire eh bien j'aimerais uniquement étudier le cas de bornant, eh bien j'applique mon filtre et vous constatez que je retrouve mon tableau avec uniquement les informations qui m'intéressent, à savoir ici bornant. Donc j'ai un tableau qui est dynamique en ce sens, il est croisé parce que je croise des informations qui sont ici en ligne, plutôt en colonne, hein, j'ai les villes et mes représentants ici, et là en fait je les mets ensemble, je les croise pour pouvoir les étudier ensemble. Donc ça, c'est un tableau qui est très intéressant. Il est dynamique et avec ce tableau dynamique, ce qui est intéressant, c'est également d'en faire un graphique. Et je vais donc avoir ce qu'on appelle un graphique croisé dynamique. Donc il me suffit de sélectionner tout mon tableau et dans Insertion, je vais retrouver graphique croisé dynamique. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour moi ici? Il me propose différents éléments. Bon, pourquoi pas faire soit un histogramme, soit peut-être un secteur pour pouvoir étudier peut-être certaines personnes. Ou tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour changer? Non, peut-être qu'un histogramme compilé, peut-être que ça peut être intéressant. Voilà, je vais superposer les différentes ventes par rapport aux différentes villes. On va tester ça. Donc là, je fais tout simplement OK. Et voici donc mon résultat. Voici mon tableau croisé dynamique. J'ai donc des informations qui me sont donc communiquées ici. Et je retrouve en fait, encore une fois, ce petit triangle qui va me permettre en fait directement sur mon graphique, et bien encore une fois, d'appliquer des tris ou d'appliquer des filtres. Sur mon graphique, j'aimerais étudier uniquement les villes d'Aix et de Lyon. Il me suffit donc de cliquer sur OK et vous voyez que mon tableau se change automatiquement. Non seulement mon tableau se change, mais également, pardon, mon graphique se change, mais mon tableau se change également. Vous voyez que je ne retrouve plus que Aix et Lyon comme information, tout comme ici. Donc je peux très bien animer une réunion pour pouvoir justement parler donc, des ventes que nous réalisons dans certaines villes. Après avoir fait Aix et Lyon, je peux passer directement sur Marseille et Valence et je n'ai donc pas besoin de refaire un tableau en entier. Je retrouve directement les informations qui m'intéressent. Voilà pour ce TD. J'en ai terminé pour cette présentation et j'espère qu'elle vous aura été utile. Merci à vous et bonne journée.